بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. On continue dans le nucléaire avec le deuxième chapitre, noyau, masse et énergie. On va commencer par le petit 1. On va montrer l'équivalence entre la masse et l'énergie. On considère par exemple la réaction nucléaire de désintégration du radium. Voici l'équation de cette réaction. Le radium 226 qui se transforme en radon 222 en donnant la particule alpha et un rayonnement gamma. Donc ça c'est la désintégration alpha. Voici le schéma de cette désintégration. On va comparer les masses avant la réaction et après la réaction. Bon, avant la réaction, on n'avait que le radium 226. Donc voici la masse. Après la réaction, on a les deux particules, le radon et l'hélium. La somme des masses de ces deux particules, c'est cette valeur-là. En comparant ces deux valeurs, on remarque que le M après la réaction est légèrement inférieur à M avant la réaction. Pour les 4 premiers chiffres significatifs, il n'y a pas de différence. La différence commence au niveau du 5e chiffre significatif. Là, on trouve 46 et là, 37. Donc, la masse après la réaction est légèrement inférieure à la masse d'avant la réaction. Donc, au cours de la réaction, il n'y a pas de conservation de la masse. Donc, au cours de la réaction, de la masse a été transformée en énergie. Cette énergie se retrouve alors sous forme de rayonnement gamma et l'énergie cinétique des particules éjectées parce qu'ils ont une vitesse après la réaction et peut-être en d'autres particules telles que les neutrinos qu'on a découverts par la suite. Donc, au cours de la réaction nucléaire, on a conservation d'énergie et non de la masse. On peut se demander maintenant quelle est la formule qui donne l'énergie obtenue à partir de la différence des masses. Eh bien, c'est la relation d'Einstein, E est égal à mc carré, une relation très célèbre dans laquelle le petit c, c'est 3 10 puissance 8. Cette expression exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie. C'est-à-dire lorsqu'une masse petit m disparaît et se transforme en énergie, l'énergie obtenue est donnée selon cette formule-là, E est égal à mc carré, une formule très célèbre. On peut la trouver sur des affiches telles que celle-ci. Là, c'est le portrait en caricature d'Albert Einstein qui nous montre sa formule E est égal à mc carré. Ou bien cette deuxième affiche, c'est lui qui l'écrit sur le tableau lui-même. On va maintenant établir de nouvelles unités telles que l'unité de masse atomique, notée petit u. Autrefois, on l'appelait UMA, pour dire unité de masse atomique. Sa définition, c'est la masse de l'atome C612 divisé par 12. Pourquoi on divise par 12? C'est tout simplement parce que cet atome contient 12 nucléons dans son noyau. Et pourquoi le carbone? C'est parce que cet élément est très répandu dans la nature. On a donc un U est égal à 6 MP, c'est-à-dire 6 fois la masse du proton parce que le noyau de cet atome contient 6 protons et 6 neutrons, plus 6 fois la masse du neutron, divisé par 12, mais lorsqu'ils sont dans le noyau de l'atome de C612. On va voir par la suite que la masse de ces neutrons à l'intérieur du noyau n'est pas exactement la même que lorsqu'ils sont séparés, lorsqu'ils sont à l'extérieur du noyau. On peut factoriser ici par 6 et simplifier par 6, et on obtient alors 1U, c'est MP plus Mn divisé par 2 lorsqu'ils sont dans le noyau de C612. Donc l'unité de masse atomique U, c'est la masse moyenne d'un nucléon, puisque c'est la somme de la masse du proton et du neutron divisé par 2. Donc c'est la masse moyenne d'un nucléon. D'où le nom de A, dans le symbole XAZ. Je vous ai promis dans la dernière vidéo que je vais vous justifier le nom de ce A qu'on appelle nombre de masse. C'est tout simplement parce que la masse de l'atome X à Z, c'est à peu près A fois U, parce que il contient A nucléons et que la masse moyenne d'un nucléon, c'est 1U. En remplaçant donc par ces masses, on trouve alors que 1U, c'est 1,66 10 puissance moins 27 kg. Avec plus de précision, c'est 1,66 05
38,86 10 puissance moins 27 kg. Mais on peut se contenter de cette valeur pour l'instant. On va maintenant chercher l'équivalent en énergie de ce 1U. C'est-à-dire lorsqu'on remplace M par 1U, c'est-à-dire par cette valeur-là, qu'est-ce qu'on trouve comme énergie? On trouve alors E est égal à 1,66 moins 27 fois la valeur de C au carré. 3 10 puissance 8 au carré. Tout calcul fait, on trouve 14,92 10 puissance moins 11 joules. Parce que l'unité de l'énergie, c'est le joule, comme vous le savez. On va donc manipuler des valeurs d'énergie assez petites. Pour ne pas traîner toujours cette valeur assez petite, on va utiliser une autre unité d'énergie qu'on appelle électron-volt, de symbole EV. Je vais d'abord vous justifier pourquoi ce nom-là. Eh bien, parce que lorsqu'une charge Q se déplace d'un point A vers un point B, à travers n'importe quel chemin, le travail de la force électrique que subit cette charge-là, c'est Q facteur de VA moins VB, c'est-à-dire la charge multipliée par la différence de potentiel entre les deux points A et B. Et donc, lorsqu'on prend Q est égal à la charge élémentaire petit e, c'est-à-dire la charge portée par le proton, ou en valeur absolue la charge de l'électron, et qu'on utilise la différence de potentiel VA moins VB est égal à 1 volt, on obtient alors ce qu'on appelle l'électron-volt. E multiplié par 1 volt, c'est une énergie. On trouve alors 1 électron-volt est égal à 1,619, c'est la charge du proton en coulomb, multiplié par 1 volt. Donc on trouve cette valeur-là en joules. On utilise aussi le multiple 1 méga électron-volt, qu'on peut noter MeV, c'est 10 puissance 6 électron-volt. Donc en multipliant cette valeur par 10 puissance 6, on trouve alors 1 MeV égale 1,6 10 puissance moins 13 joules. On va maintenant exprimer cette valeur trouvée pour l'énergie E, qui est l'équivalent de 1U en énergie, en méga électron-volt. On doit donc diviser cette valeur-là, 14,92 10 moins 11, par la valeur de 1 MeV en joules, et on trouve alors 931,5 MeV. On peut alors en déduire que 1U est égal à 931,5 mégaélectronvolts divisé par C carré. On doit diviser par C carré pour obtenir la masse en kilogrammes. Ou bien on écrit en général que 1U est égal à 931,5 MeV C-2 pour dire qu'on doit diviser par C carré pour passer au kilogramme, pour trouver une masse. Un peu bizarre comme unité, parce que C, c'est pas une vraie unité. C'est simplement on doit diviser cette énergie par C carré pour obtenir un U en kilogrammes, c'est-à-dire cette valeur-là. On va maintenant voir ce qu'on appelle le défaut de masse. D'abord, il faut savoir que la masse d'un noyau est toujours inférieure à la masse de ses nucléons pris séparément. C'est-à-dire que, d'après ce schéma-là, lorsque les particules sont séparées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le noyau, leur masse est supérieure à la masse de ces nucléons lorsqu'ils sont dans le noyau. Ici, c'est l'exemple de l'hélium He2 qui contient 2 protons et 2 neutrons. Donc là, c'est le noyau. Et là, ils sont séparés. Ce sont les mêmes particules, mais sont séparées. La différence entre ces deux masses, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Donc en général, pour un noyau X à Z, le défaut de masse s'exprime de la façon suivante. On le note ΔM, qui est égal à Z fois MP, puisque ce noyau contient Z protons, et il contient A-Z neutrons, moins la masse de cette particule X à Z. Donc là, le défaut de masse va être positif, puisque la masse des particules séparées est toujours supérieure à la masse de la particule qui contient dans ce noyau ces nucléons-là. On appelle maintenant énergie de liaison, qu'on note EL, c'est ce défaut de masse, ΔM, multiplié par C carré. C'est-à-dire on applique ici la formule E est égale à MC carré. Donc ce défaut de masse ΔM, qu'on multiplie par C carré, on trouve alors ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Autrement dit, cette énergie-là, c'est l'énergie qu'on peut obtenir en imaginant la réaction nucléaire
au cours de laquelle on forme ce noyau-là à partir des nucléons qui sont séparés au départ. C'est pour cela que, d'après le principe de conservation de l'énergie, en imaginant la réaction inverse, c'est-à-dire si on veut dissocier ce noyau-là, il faut dépenser cette énergie pour obtenir les particules séparées. Donc c'est l'énergie qu'il faut fournir pour dissocier le noyau en ces nucléons séparés et au repos. On définit aussi ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. C'est lorsqu'on divise cette énergie EL par A, par le nombre de nucléons A. On obtient alors ce qu'on appelle la courbe d'Aston en traçant dans un graphe moins EL sur A en fonction de A. Voici ce qu'on obtient. Sur l'axe vertical, on porte moins EL sur A en MEV par nucléon et en abscisse le nombre de nucléons A. Et on a calculé pour tous les nucléides connus, on a calculé cette valeur-là. Et on les a portés sur ce graphe-là. On a obtenu alors cette courbe-là. De l'hydrogène H1 jusqu'au l'uranium 235. On peut se demander à quoi sert cette courbe-là. C'est parce qu'elle permet de comparer la stabilité des différents noyaux atomiques. Plus le point qui représente le nucléide est situé en bas, plus il est stable. Donc les noyaux les plus stables, on les trouve ici en bas, dans le creux de cette courbe-là. Les noyaux les plus stables sont situés en bas, dans le creux de la courbe d'Aston. C'est-à-dire lorsque moins EL sur A est situé entre moins 8,7 et moins 8. Dernier point petit 3, on va voir ce qu'on appelle la fission et la fusion nucléaire. Au cours de la réaction qu'on appelle fission nucléaire, un noyau lourd éclate en deux noyaux légers sous l'impact d'un neutron. Par exemple, pour cette réaction nucléaire, un neutron qui va percuter un noyau d'uranium 92-235 et qu'il va le faire éclater en cérium 38-94 plus le xénon 54-139 plus 3 neutrons plus un rayonnement gamma. Voici le schéma de cette réaction nucléaire. Un neutron qui arrive sur le noyau d'uranium 235 et qui le fissionne, qui le divise en deux particules, en deux noyaux plus légers, c'est-à-dire plus petits, plus 3 neutrons qu'on trouve ici, plus un rayonnement gamma. On va faire le bilan énergétique de cette fission en calculant le delta E. Donc on doit multiplier la différence des masses, delta M, par C carré. Or le delta M, c'est la masse de ces particules-là, c'est-à-dire la masse du cérium, plus la masse du xénon, plus 2 fois la masse du neutron, moins la masse de l'uranium 235. On a écrit ici 2 fois la masse du neutron, parce que ici d'un côté, parce qu'à droite on a 3 neutrons et à gauche on a un neutron. Donc la différence c'est 2 neutrons. Voici les valeurs numériques. On remarque ce qu'on avait dit avant. La masse du nucléide, par exemple l'uranium 235, c'est à peu près 235 multiplié par U. Pour le cérium 94 multiplié par U. Pour le xénon c'est 139, c'est pratiquement 139 multiplié par U. Et pour le neutron, c'est pratiquement 1 U. En remplaçant par ces valeurs-là, on calcule alors que delta E est égal à moins 0,1896 U multiplié par C carré, qu'on a ici. En remplaçant le UC carré par 931,5 MeV, on trouve moins 176,6 MeV. On remarque alors que delta E est négatif, ce qui fait que la fission permet de libérer de l'énergie. Donc c'est une valeur qui est assez grande. Pour une seule particule d'uranium qui se transforme, elle libère beaucoup d'énergie. Et le plus dangereux dans cette réaction-là, c'est que chaque réaction libère 3 neutrons. Et ces neutrons vont bombarder à leur tour d'autres particules d'uranium. Ce qui fait qu'on obtient une réaction explosive. C'est le principe de la bombe nucléaire, qui, en une fraction de seconde, libère une énorme
quantité d'énergie destructive. Alors pour la fusion nucléaire, c'est lorsque deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. L'exemple le plus connu, c'est cette réaction-là H1,2 plus H1,3 qui vont s'unir pour former le noyau d'hélium He2,4 plus un neutron. Voici le schéma de cette réaction-là. Donc là, cette particule qui contient un proton et un neutron s'appelle le deutérium. Celle-ci contient deux neutrons et un proton, s'appelle le tritium. Ce sont deux isotopes d'hydrogène, puisque pour les deux, on a Z est égal à 1. Ces deux particules, lorsqu'ils fusionnent, ils donnent un noyau d'hélium plus un neutron. On va faire de la même manière le bilan énergétique. Delta E va être égal à delta M C carré. Delta M, c'est la masse de l'hélium plus la masse du neutron, moins la masse des deux particules de départ, c'est-à-dire de H2 et de H3. Le tout multiplié par C carré. Et en utilisant ces valeurs numériques, on trouve delta E est égal à moins 0,01889 UC carré. Et en remplaçant UC carré par 931,5 MeV, on tire moins 17,6 MeV. Là aussi, c'est une énergie qui est assez grande et qui est négative, ce qui fait que la fusion, elle aussi, permet de libérer de l'énergie. Cette réaction de fusion, c'est la réaction qui se produit à l'intérieur du Soleil et qui libère ce rayonnement qui nous arrive depuis le Soleil jusqu'à la Terre. Et c'est aussi la réaction qui se produit dans toutes les étoiles de l'univers. On peut alors dire que le carburant d'une étoile, c'est l'hydrogène, qui se transforme en hélium. Donc le Soleil et les étoiles qu'on voit dans le ciel sont en train de consommer leur carburant, qui est l'hydrogène. Et pour finir, on finit avec une remarque, c'est que la fission et la fusion nucléaire ne sont pas spontanées, c'est-à-dire qu'elles ne se font pas toutes seules, comme la désintégration radioactive qu'on avait vue avant, qui est spontanée, donc qui se fait toute seule. Ce sont alors des réactions provoquées. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son contenu. Faites alors un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez avec vos amis s'il vous plaît. Merci de votre attention et à la prochaine.